Est-ce que l'intelligence artificielle va complètement changer la vie des entreprises? Ça, vous connaissez la vie des Ouais, enfin, oui, un peu. En tout cas, elle va changer un certain nombre de jobs. Elle a déjà commencé. Vous avez, je crois, un peu moins de 40% des salariés qui utilisent un outil d'intelligence artificielle au bureau avec ou sans le consentement de leur employeur. Mais c'est encore un peu fait parfois. Oui, parce que vous avez certaines entreprises qui ont adopté des modèles d'IA propriétaires qui sont adaptés à leur métier, qui essayent de créer. Et puis vous en avez d'autres qui disent on m'a demandé de faire un contrat avec telle entreprise, je mets ça chez ChatGPT, ça ressort. Gros danger évidemment, c'est que ChatGPT ou les autres, en tout cas les IA américaines, elles aspirent le savoir-faire. Et donc quand c'est des contrats quand c'est des choses assez anonymes pour l'entreprise et pas dangereuses, c'est pas très grave. Mais si vous êtes dans un secteur souverain, etc., là il y a un très très gros danger. Mais Geoffroy Roux de Bézieux aussi, inquiétude sur la disparition de certains métiers. Et donc par rapport bien sûr, ça fait gagner salariés. En productivité. Je pense qu'on a tous fait l'expérience personnelle. Il y a quand même un gain énorme de temps. Donc, ce qui fait gagner... Non, mais bien sûr. Et c'est comme toujours, comme toute invention, c'est la langue des autres. C'est le meilleur et le moins bon. Et donc, du coup, ça fait disparaître des professions, peut-être d'ailleurs, ou en tout cas des parties de profession, parties de métier. Bon, moi, je suis... on n'imagine pas encore à quel point... Vous allez dire Schumpeter. J'allais dire Schumpeter, mais je trouvais que c'était un peu un gros mot, un peu, comment dire, prétentieux. Schumpeter est un économiste allemand pour qui le progrès autrichien, pour qui le progrès technique supprime des emplois, mais en crée d'autres. Voilà, et c'est l'éternel débat. Le cocher de la diligence, il n'y avait plus de cocher, mais enfin, il y avait des conducteurs de train. Exactement. La machine à vapeur a remplacé la diligence. Tout le problème de ces process, c'est que c'est pas les mêmes personnes, d'une part, et pas les mêmes endroits, d'autre part. C'est-à-dire, les mêmes pays, les mêmes géographies. Une formation, parce qu'on oui, et vous transformez pas. Exactement, vous transformez. Voilà. Et donc, c'est tous ces problèmes qu'on vit en accéléré. Parce qu'en fait, ce qui a changé, en fait, dans l'économie mondiale, c'est que ces transformations, elles prenaient une génération. Et maintenant, elles prennent 3 ans, quoi. Et que du coup, nos concitoyens, en tout cas dans les pays occidentaux, ont beaucoup de mal à vivre ces changements-là parce que c'est la déindustrialisation, et c'est ça qui crée des réflexes de peur qu'on peut comprendre. Mais on peut pas empêcher le progrès. Pardon, allez-y. Si on a voulu vous faire venir, c'est pour parler d'intelligence artificielle, c'est aussi pour parler des propositions assez chocs du MEDEF, votre mouvement, parce qu'il y a un problème de dépenses d'assurance maladie, et le MEDEF propose des choses qui vont faire tanguer. Simon Perzitz. 16 milliards d'euros de déficit en 2025, potentiellement 41 en 2030. Les comptes de l'assurance maladie alertent. Le MEDEF, lui, propose 93 résolutions au total et parmi elles, quelques mesures chocs. Concernant les arrêts maladie par exemple, l'organisation patronale suggère 1 à 3 jours de carence non indemnisés. Lors d'un 3e arrêt maladie, dans la même année, c'est le délai de carence dans son ensemble qui ne serait pas pris en charge. Concernant les affections longue durée, le MEDEF préconise d'actualiser la liste des personnes ayant ce statut tout en revoyant les critères d'éligibilité. En 2024, 13,8 millions de Français étaient concernés. Des mesures également pour réduire les remboursements de soins et de médicaments, comme l'allongement du délai de renouvellement des lunettes ou des audioprothèses afin de limiter les comportements consuméristes. Mettre fin également à la prise en charge par l'assurance maladie des consultations répétées pour un même motif sans justification médicale. Ou encore mettre à disposition davantage de médicaments à prescription médicale facultative pour que les patients payent ces derniers de leur poche. Le 100% numérique est également encouragé. Fin de la carte vitale physique, fin des ordonnances papier, dématérialisation des procédures et centralisation des données sur l'espace numérique de santé. Enfin, concernant la vaccination contre la grippe notamment, le MEDEF milite pour une généralisation de la vaccination en entreprise et propose de ne plus rembourser à 100% les arrêts maladie des travailleurs grippés qui auraient délibérément refusé le vaccin. Vous avez voulu provoquer un électrochoc. Alors moi, je ne suis plus au MEDEF. Non, mais... Vous êtes président d'honneur du MEDEF, mais je ne participe pas aux discussions, donc c'est un titre honorifique. Mais par contre, je soutiens complètement ces mesures. Elles ne sont pas complètement nouvelles, pour être honnête. Par deux ou trois mesures nouvelles. Additionnées les unes aux autres. Elles sont chocs, mais en réalité, ça fait très longtemps qu'on essaye de
contenir le déficit de l'assurance maladie. Vous voyez, il y a 2 grands systèmes dans les pays occidentaux. Il y a le système où on paye, c'est les États-Unis. C'est un système où on voit malheureusement l'espérance de vie qui diminue parce que un bon tiers de la population ne peut pas se soigner, enfin même peut-être un peu plus d'ailleurs parce que c'est devenu trop cher. Et puis il y a le système, on va dire, européen social-démocrate où... que vous soutenez, rassurez-moi. Bien sûr, oui, qu'on soutient. Et je vais dire pourquoi on le soutient, à part le côté éthique, c'est que sur le long terme, les gens sont en meilleure santé et que... ils travaillent mieux pour vous. Pas pour moi, ils sont juste... de réserve non, mais oui, si vous voulez, mais j'en connais le marxiste en vous. C'est pour vous embêter. Non, faites pas. Non, mais c'est surtout, ça crée de la cohésion sociale. Enfin, ça plein d'âge. Le problème qu'on a en France en particulier, c'est que ça dérape de manière très très violente depuis quelques années. Et surtout, il y a un point qui est présenté au début, l'absentéisme. S'est mis à exploser post-Covid sans aucun phénomène rationnel. C'est-à-dire qu'on sait tous, il ne faut pas faire de langue de bois, qu'il y a des gens qui trichent, qu'il y a des médecins qui accordent des arrêts médicaux de complaisance. Cet absentéisme, c'est intéressant parce qu'il y a une forte... Je n'ai juste un point très simple. Ouais. Les arrêts de travail du vendredi explosent et du lundi explosent. Et pas en semaine, enfin pas au milieu de semaine. Faut pas, vous voyez, on peut raconter tout ce qu'on veut sur la souffrance au travail, etc. Mais à la fin des fins, oui, il y a de la triche. La carte vitale non dématérialisée, oui, il y a de la triche. Il y a plus d'arrêts maladie, pardon, je finis, mais plus d'arrêts maladie dans certaines régions françaises que dans d'autres. Donc il y a quand même des choses à corriger. On peut pas dire juste, voilà, c'est tout, c'est le vieillissement de la population, on peut rien faire. Alors, juste des choses à corriger. Vous proposez quand même un tour de vis assez sévère sur les arrêts de travail. Il y a donc 1 à 2 jours de carence non indemnisés ni par la sécurité sociale, ça s'appelle l'ordre public. Aujourd'hui, il y a 3 jours d'arrêt. Ça y est, aujourd'hui, 3 jours d'arrêt dans le privé et 1 jour dans le public, ce qui est déjà avec cet écart assez discutable. Et là, ce qu'on propose... Je ne vous ai pas encore posé de question. Oui, non, mais juste parce que vous dites... Non, vous allez... Allez-y, je vais vous laisser poser la question. Vous pouvez préciser. Donc, il y a cet écart qui existe aujourd'hui. Vous, quand même, vous proposez donc un tour de vis sévère. Vous faites un tour de vis aussi du côté de la prescription des médecins, en disant qu'il pourrait même y avoir des mesures temporaires d'interdiction de délivrance d'arrêt de travail. Il y a Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui vous a répondu, et vous imaginez, elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Et elle a dit ça aujourd'hui dans Le Parisien. Comment le patronat peut proposer cela sans se demander pourquoi les employés sont en arrêt de travail? J'ai répondu à Marie-Lise Léon et je vous allez pouvoir le refaire ici. Et si, effectivement, on voyait la même chose, les mêmes arrêts de travail dans toutes les entreprises, on pourrait se dire il y a un problème. Mais très clairement, il y a des endroits avec le même travail où les arrêts de travail explosent parce qu'il y a des médecins qui prescrivent systématiquement des arrêts de travail. Mais... Donc, il y a un problème de fraude. Il y a un problème, mais il y a aussi un problème, c'est que parfois les gens sont vraiment malades. Mais bien sûr. Mais attendez, si vous dites on ne rembourse pas les 3 premiers jours d'arrêt de maladie, on ne les rembourse pas. La personne, sans être au SMIC, la personne qui gagne 2 000 € par mois, qui a un foyer et qui, il se trouve, est malade. Dans vos propositions, les 3 premiers jours, il ne va pas bosser, il n'est pas payé, et il y a un certain nombre de médicaments qu'il va devoir payer lui-même. Et il est malade pour de la vraie, comme diraient les enfants. C'est quand même un problème, non? Non, c'est pas un problème parce qu'on ne peut plus se payer collectivement des soins gratuits. C'est un peu le même système que la franchise sur les médicaments. Vous vous souvenez qu'il y a, alors je sais plus, il y a 2 ans, vous voulez passer de 1 à 2 € le semi. Oui, il faut qu'on contribue tous un tout petit peu à notre santé, pas sur le modèle américain, mais sur un modèle plus raisonnable. Et pardon, mais quand on regarde la France par rapport aux autres pays d'Europe, le Danemark, l'Allemagne, enfin des pays à culture social-démocrate, on est très très loin d'avoir les mêmes coûts, et ce qu'on propose est très très loin d'avoir le même coût. Et juste pour finir, sinon qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra plus payer du tout. On a bien compris la philosophie de ces propositions. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la vaccination. Vous la rendez pas obligatoire, mais presque. C'est-à-dire que la proposition, je vais jusqu'au bout de ma phrase, la proposition est donc, je crois, Ruth Bézieux, vous répondrez à la fin de ma question. Le MEDEF, je précise, vous avez raison, le MEDEF dont vous êtes président d'honneur, propose donc de rendre la vaccination quasiment obligatoire en proposant que les salariés qui ne se seront pas fait vacciner contre la grippe, mais qui, malheureusement, seraient malades de la grippe, eh bien, à ce moment-là, de la même manière, se verraient restreindre leur possibilité d'indemnisation, de remboursement. C'est la seule mesure avec laquelle, qui est nouvelle d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas enfin, quand j'étais aux commandes, c'est la seule mesure avec laquelle je ne suis pas très à l'aise.
Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise? Parce qu'il y a, à tort, hein, moi je suis pour la vaccination, mais il y a tout un fantasme autour de la vaccination, du risque, etc., qui a été développé par le Covid, vous vous souvenez. Bien et donc, sûr. on peut et de encourager. Très forte résistance dans la société. Il y avait des très fortes résistances, minoritaires heureusement, mais des très fortes résistances. Donc, et en plus, on sait que le vaccin de la grippe est moyennement efficace, il n'est pas comme le Covid. Donc sur ce point-là, pas toujours la bonne souche. C'est très compliqué, ça change. Sur ce point-là, je suis pas très à l'aise. Mais sur le reste, moi, je soutiens que si on ne fait pas des mesures choc, celle-là ou d'autres, sur le système, comme sur le système de retraite, on va droit à la fin de ce système qui est pourtant un système qu'on veut défendre. Vous l'avez dit. Je voudrais qu'on aborde un autre aspect qui va, je suis sûr, vous motiver, c'est celui de la taxation des riches. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que des ultra riches. Des ultra-riches. C'est ce que soutiennent 7 prix Nobel d'économie dans Le Monde, dans une tribune parue cette semaine. C'est un plaidoyer pour la taxe, ce qu'on appelle la taxe Zuckman, qui concerne les ultra-riches, puisque c'est une taxe de 2%, non pas sur les revenus, mais sur le patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, on commence à... Le petit déjeuner du lendemain, généralement, est assuré. À l'heure où les déficits publics se creusent, où il faut trouver de l'argent, c'est pas vous qui allez me dire l'inverse, un impôt plancher sur le patrimoine des centimillionnaires, ça vous choque? Oh non, c'est pas le mot. Est-ce que c'est efficace? Parce que en fiscalité en France, on confond efficacité et moralité. Alors, est-ce que c'est moral qu'il y ait des gens qui aient plus de 100 millions, ou même plusieurs milliards? On peut en discuter pendant 200 ans. Est-ce qu'ils l'ont mérité? C'est des héritiers, pas des héritiers des créateurs. Mais ce type de discussion, elle est tout à fait légitime, mais elle n'est pas une discussion fiscale. Est-il moral qu'ils payent plus? Non, c'est pas la morale. Est-il efficace? Est-ce que ça fait rentrer? Non, je laisse la morale de côté, sinon on n'y arrive pas. Alors d'après l'État, ça fait rentrer entre 15 milliards, enfin, d'après les spécialistes qui ont travaillé dessus, et d'après 7 prix Nobel d'économie. Mais ils ne sont pas fiscalistes, ces gens-là. Eh bien, ils estiment que ça pourrait rapporter entre 15 milliards et 25 milliards d'euros par an. Ça paraît assez efficace. Non, d'abord, ces chiffres sont complètement bidons. Jean Pisani-Ferry, Gilbert Sette et un autre. Attendez, c'est vous qui ne me laissez pas répondre là. Non, mais là, je précise. Eux ne sont pas fiscalistes. 3 économistes, Jean Pisani-Ferry, qui n'est pas fiscaliste, qui n'a jamais levé un impôt, qui n'a jamais travaillé à Bercy. Mais non, mais confondez pas économie. C'est pas oui, va à l'école. Donc, ils sont quand même. Et eux, ils estiment que ça peut rapporter 15 à 20 milliards. Est-ce que je peux répondre? Absolument. Bon, très bien. Je vais vous dire pourquoi tout ça est stupide et inefficace. Parce que, première chose, ces formidables économistes vous disent, qui n'ont jamais levé un impôt et ne savent pas ce que c'est la fiscalité, vous disent, il faut que la France commence, comme ça les autres suivront. Ça, il y a 0 chance que ça se produise. Il va se faire exactement l'inverse, il va se faire comme les Anglais ou comme les Italiens en ce moment. Ils vont dire, regardez, les Français vous taxent, venez chez nous. Vous savez qu'en Italie, par exemple, en ce moment, vous pouvez venir, il y a des gens qui quittent l'Angleterre. On peut trouver ça immoral, notamment à Milan, mais il faut y rester aussi assez longtemps, il y a des conditions. Vous avez un forfait fiscal, donc ça 200 000 € par an, payez plus d'impôts et vous pouvez léguer à vos enfants pour 4%. C'est pas si simple, il faut vraiment s'y installer, le sujet n'est pas exactement là. Oui, mais il y a quand même 7000 personnes qui ont l'année dernière. Donc, pourquoi je dis que ça ne marchera pas? Ça marchera la première année, pas du tout à la hauteur de ce qu'il évoque, mais l'ISF, ancien modèle, rapportait 6 milliards d'euros, je crois. Donc on peut se dire que ça rapportera 6 à 7 milliards d'euros, ce qui est beaucoup d'argent. Mais dès la deuxième année, les gens vont s'adapter. Les ultra riches... Ça n'a pas été le cas pour l'ISF. Mais bien sûr que si. Attendez, monsieur Vanjal, laissez-moi finir. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous pouvez interrompre tout le monde. Non, mais vous me posez une question. Sur une présentation. Vous me posez une question. Je finis. Ce qui va se passer, la première année, 6 milliards, 7 milliards peut-être. La deuxième année, 3 milliards. Et la troisième année, 0. Pourquoi? Parce que ces gens sont effectivement très riches et qui sont mobiles, leur patrimoine est mobile. Et donc, ça n'a pas d'efficacité. J'imagine que vos propositions pour résoudre les problèmes des finances publiques est de réduire la dépense publique. Exactement. Si vous réduisez la dépense publique, forcément, il y aura moins de dépenses sociales. Par exemple, celle que vous proposez, ça va coûter à des gens qui ont peu de moyens. Et vous dites tout le monde doit payer. OK, tout le monde doit payer. Est-ce que pour que ces gens qui n'ont pas de moyens acceptent cette diminution, il ne faut pas, même symboliquement, que les plus riches payent aussi? Alors ça, c'est un autre argument qui est peut-être plus pertinent. C'est gentil. Non, mais qui est de dire, bon, ça ne va pas être efficace, mais j'allais dire, ça va permettre de faire accepter. Mais je voudrais revenir sur la baisse de la dépense publique. Non, si. Oui, non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais juste, vous avez commencé par me dire, vous allez baisser les dépenses publiques. En fait, moi, pas forcément. Pas forcément, je vais dire pourquoi.
On a deux modèles. Vous avez un modèle de la croissance comme Macron. On a un modèle de très forte dépense publique qui est celui de la France, qui est celui du Danemark, par exemple. Au Danemark. Le vrai problème de la France, c'est pas tellement son niveau de dépense publique, c'est l'inefficacité chronique de cette dépense. On dépense plus en PIB que les Allemands, que les Norvégiens, que les Hollandais, que les Danois, et on a dans tous les secteurs du jeu des classements qui sont déplorables. Le plus mauvais exemple, j'allais dire le meilleur, mais le plus mauvais exemple, c'est l'éducation. Et c'est tout le problème. Oui, alors je crois qu'on est moins mauvais en santé. Mais tout le problème de la dépense publique en France, c'est... Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent on va être comme aux États-Unis, on va dépenser peu et puis chacun se démerde. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas pour notre argent, si j'ose dire. On dépense énormément d'argent, encore une fois, plus que les autres en prorata de notre richesse, et ça ne marche pas. Et c'est tout le problème. Et donc, pour finir, sur le... laissez-moi juste terminer. Sur l'acceptabilité des deux côtés, si vous voulez. Voilà. Il y a un problème d'acceptabilité des inégalités, en fait, c'est ce que vous dites d'une certaine manière. Mais il y a aussi Nicolas qui paye. Il y a aussi un certain nombre de gens qui sont des gens éduqués, qui créent de la richesse, qui dépendent de leur... Il faut expliquer Nicolas qui paye. Oui, pardon, c'est un hashtag, oui, c'est vrai, c'est un hashtag qui a circulé de sur gens, les réseaux sociaux. Des cadres, jeunes cadres, qui disent, moi j'en ai marre de payer, classe moyenne supérieure d'ailleurs, plutôt. Mais c'est toute la question du consentement à l'impôt. Oui, et ce consentement à l'impôt, il est de plus en plus difficile en France parce que ça ne marche pas. C'est un problème. Je voudrais juste terminer là-dessus. Est-ce que, comme un certain nombre de gens très riches, Maurice Lévy, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, qui disent oui, il y a un problème et nous gagnons extrêmement bien notre vie et nous acceptons l'idée qu'aujourd'hui, on doit payer davantage parce que c'est juste et voilà, pour que d'autres acceptent de faire des efforts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est le mouvement Taxer les riches, qui est un mouvement international. Parce que malheureusement, depuis, on peut dire 30 ans en France, on n'a jamais réussi à économiser sur la dépense publique. Donc, s'il y avait vraiment un plan général qui montrerait qu'on demande des efforts à tout le monde, y compris les plus riches, mais on demande des efforts à l'État aussi, aux collectivités locales, parce que dans les dépenses publiques inefficaces, il y a les collectivités locales, il faut le dire. S'inscrivant dans un mouvement général, pourquoi pas? Mais on n'en est pas là, comme vous le savez. D'accord, pour que tout le monde paye, sauf vous, en gros. Non, mais c'est pas ce que je viens de dire. Pardon. L'État doit payer, les collectivités locales doivent payer, les pauvres doivent payer en n'étant pas remboursés. Je suis un tout petit peu caricatural. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit si il y avait un mouvement général. Mais vous voulez pas le premier à payer? Non, je veux être sûr que je veux pas être seul et je veux être sûr qu'on baisse les dépenses inefficaces de l'État. Alors, ça s'est jamais produit. Ce que je veux dire, c'est que ça se termine toujours par des impôts. Ça commence d'ailleurs, pardon de le dire, par les impôts des plus riches. Mais comme c'est pas assez, on finit par taxer tout le monde. Bézieux, c'est très intéressant que vous parliez justement de l'utilisation de la dépense publique. Ça n'a pas dû vous échapper. Il y a eu cette commission. Ah, je pensais. Monsieur Gay, vous allez me parler de la commission de Monsieur Gay. Qui n'est pas que de Monsieur Gay, qui est donc un sénateur communiste, mais c'était également transpartisan. Il n'y avait pas que le communiste, justement, pour poser des questions et rapporter. En quelques mots, parce qu'on est pris par le temps, mais donc il y avait cette enquête, cette commission au Sénat, qui a été faite pour essayer de comprendre où les aides publiques aux entreprises allaient et étaient investies. Et ce qui est ressorti de très surprenant de cette commission d'enquête, c'est que ces aides publiques sont versées le plus souvent sans transparence ni suivi, et avec une incapacité des entreprises elles-mêmes de pouvoir dire quelle est la somme précise qu'ils ont perçue. Du côté de l'État, c'est la même chose. Il y avait la représentante du Trésor qui disait désolé, ce serait bien d'avoir un macro-tableau pour faire ce suivi, mais on ne l'a pas. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ces aides publiques versées aux entreprises, des économies à faire? Les aides publiques, elles viennent compenser des impôts qui sont les plus élevés au monde. Donc moi, si vous me dites, demain matin, on supprime les aides publiques avec une période, et au même temps on baisse les impôts, moi je prends. J'ai essayé avec le maire en 2021. Sauf que c'est tellement complexe, et là je serais d'accord avec Monsieur Gay et l'autre rapporteur qui est moins connu. C'est quand même incroyable de se dire que l'État ne sait pas combien il verse aux aides publiques. Mais l'État ne sait pas où passe son argent, l'État ne sait pas combien de fonctionnaires il a, l'État ne sait pas où... Et les entreprises ne savent pas combien elles perçoivent. Mais bien sûr que si, elles savent, sauf que c'est dans ce qui est ressorti de toutes les auditions. Non, c'est pas tout à fait juste. Elles disent simplement, on a une aide à l'apprentissage pour les apprentis, on a le crédit d'impôt recherche là, on a un machin, etc. Et d'ailleurs, Pouyen, il a dit un truc très juste, il a dit, mais moi... Je vais vous dire, si on pouvait me débarrasser de tous ces formulaires que je
que je remplis pour réclamer des aides, on n'est pas... Mais donc vous qui aimez l'efficacité, elle est peut-être là. Mais on ne fera pas d'économie là-dessus, sauf à monter les impôts, parce que les économies, c'est des augmentations d'impôts. Merci infiniment. Merci à vous. En route Bézieux pour cette interview tonique.